Bonjour à tous, je suis Laura Bédubourg, responsable innovation au pôle Saint-Hélier. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. On va passer 30 minutes ensemble. Je rappelle juste les règles du jeu. Vous pouvez poser des questions, on vous invite à poser des questions et à le faire via le chat parce que toutes les caméras et les micros sont coupés. Donc n'hésitez pas à interagir avec les intervenants, on va vous répondre à la fin en fait vers 17h20. La vidéo est enregistrée, donc ça va nous permettre par la suite de la rediffuser en replay. Et puis maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à notre président du Fonds Eureka Saint-Hélier, Monsieur Garnier. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux en tant que président du pôle Saint-Hélier d'organiser ce webinaire à l'occasion de la Journée nationale du don, plus connue sous le nom anglo-saxon de Giving Tuesday. Depuis le lancement du fonds Eureka Saint-Hélier en 2017, nous avons pris l'habitude d'organiser des rendez-vous réguliers pour présenter à nos partenaires les actions soutenues au sein du fonds de dotation. La période actuelle ne nous fait pas renoncer. Au contraire, elle nous permet d'utiliser, comme beaucoup d'acteurs du secteur sanitaire et médico-social, des outils numériques pour maintenir le lien. Nous avons volontairement choisi un format court car nous sommes tous très sollicités actuellement. Je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Un grand merci à Julien Védani d'être notre grand témoin pour ce très beau projet qui, je n'en doute pas, va beaucoup vous toucher. N'hésitez pas à interagir avec l'ensemble des intervenants tout au long du webinaire via le chat. Merci à tous. Je laisse la parole à Sophie Burlotoile, directrice générale du pôle Saint-Hélier. Merci, Monsieur Garnier. Comme vous l'avez souligné, le fonds de dotation Eureka Saint-Hélier a été créé en 2017 avec pour ambition de faire entrer la recherche et l'innovation dans le quotidien des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. C'est grâce au soutien et à la confiance de donateurs que les premiers projets ont pu aboutir. 3 projets phares ont été retenus pour lancer la dynamique. En 2018, l'acquisition de lunettes connectées pour faciliter l'accès aux soins et à l'expertise au domicile de patients par la consultation en télémédecine. Avec ces lunettes connectées, le principe était de pouvoir apporter par le professionnel de santé à domicile la possibilité de réaliser des gestes, en particulier pour le soin de plaies, tout en bénéficiant de conseils d'un expert à distance. 2019, c'est l'acheminement d'équipements et de matériel au CHU de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et en 2019, c'est également un moment important avec l'acquisition d'un exosquelette de compensation à la marche, le Kyogo. Cet exosquelette conçu au Canada est le premier à avoir été importé en Europe. Appareil d'assistance de marche motorisée, il est léger, facile à installer, mais Julien, tout à l'heure, notre grand témoin, que je remercie à nouveau, vous en parlera avec plus de détails. Depuis, de nouveaux projets sont venus enrichir les perspectives d'innovation portées par le fonds de dotation Eureka Saint-Hélier. D'une part, à travers la coopération à l'international, à laquelle nous sommes très attachés. Consolider notre partenariat avec le CHU de Yopougon, à Abidjan, mais aussi accompagner la création d'un centre de santé au nord du Cameroun. L'accès aux soins pour les populations est au cœur de ces 2 initiatives et l'objectif est d'apporter un appui aux équipes sur place. D'autre part, à travers ces nouvelles perspectives, l'enjeu des nouvelles technologies dans la prise en charge rééducative avec la volonté
d'acquérir un dispositif de réalité virtuelle associé à une étude clinique. L'objectif est d'intégrer à nos plateaux techniques, pour diversifier les prises en soins, une salle de rééducation virtuelle. Enfin, et pour consolider tout le travail engagé déjà depuis 2019, prolonger les essais qui démontrent au fur et à mesure l'intérêt de l'exosquelette, avec l'achat de 2 autres Kyogo d'aide à la compensation de la marche, avec pour objectif de favoriser l'accès à ce matériel qui n'est pas encore disponible en France. En dépassant le modèle traditionnel de l'achat et en faisant le pari de la location, nous espérons appuyer les conclusions du rapport du Dr Philippe de Normandie et ainsi permettre un accès au plus grand nombre et à notre échelle faire bouger les lignes. Julien Védani reviendra sur les étapes qu'il a dû franchir pour acquérir son exosquelette. Collectivement, nous devons chaque jour innover au service de l'innovation. Vous l'aurez compris, votre soutien est précieux pour rendre concrets ces projets. Le Giving Tuesday est une bonne occasion pour vous remercier et faire en sorte que cette générosité soit à nouveau renouvelée en direction de nos projets. Je vais laisser la parole au docteur Nicolas, le directeur médical du pôle Saint-Hélier, qui va effectivement aussi pouvoir apporter le témoignage de l'importance du partenariat qui a été le nôtre avec vous, mécènes, donateurs, entreprises, pendant la première vague de la crise sanitaire. Merci Sophie. C'est vrai que la crise sanitaire n'est pas totalement derrière nous, et bien au contraire. Et c'est vrai que c'est l'occasion, ce webinaire, de remercier en tout cas tous nos partenaires, tous les donateurs pour le soutien que nous avons eu dans cette première vague. C'est vrai que, bien sûr, les connaissances ont progressé, et je me souviens que mi-mars, tous les moyens, tous les EPI, toute la notion de masque était quelque chose d'un petit peu loin. Et c'est vrai que nous avons eu un énorme soutien par notre fonds de dotation, et je voulais, au nom de tout le pôle Saint-Hélier, tous les soignants du pôle Saint-Hélier, tous les médecins, tous les patients, vous remercier en tout cas de ce soutien qui a vraiment été précieux. Durant ces périodes un peu compliquées, nous avons continué à travailler, à réfléchir et à essayer d'avancer sur les nouvelles technologies. Nous avons pu mettre en place, dans ces situations bien compliquées, un hôpital de jour numérique qui s'appuie sur les nouvelles approches, sur tout le travail de la télémédecine qui avait été fait et qui a permis de permettre à des patients avec un handicap de continuer 3 fois par semaine, pendant presque 2 heures par jour, d'avoir des soins avec des thérapeutes compétents qui connaissaient, et des suivis et un travail collectif avec 3-4 patients. Cet hôpital de jour numérique a été plutôt une réussite. Plus de 100 patients ont participé et continuent de participer, et il nous a semblé majeur de continuer après la période de crise, après les périodes de confinement, sur des besoins, sur des relais et des orientations. Et je crois que ce travail de lien a permis de faire avancer en tout cas la prise en charge au domicile. Voilà, donc c'était l'occasion en tout cas de faire un point sur les avancées. Et puis, comme nous sommes aussi dans une période où les beaux projets sont aussi importants, le fait d'un peu rêver, on voulait, et on remercie Julien Védani un petit peu d'abord d'être présent, mais ça a déjà été fait, et puis sur le récit un petit peu de ce projet qu'on pourrait croire un petit peu fou au début, parce que monter le Kilimandjaro avec un Kyogo paraît peut-être au début un petit peu fou. Donc, Julien, c'est aussi l'occasion de faire le point, que vous nous racontiez, et puis peut-être qu'au travers de ce premier regard que j'ai sur un projet fou, nous dire que finalement, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit et qui est très important. Voilà, donc merci Julien. Alors, on va essayer de faire ça sur un mode discussion. On a préparé un petit peu les choses comme ça.
Peut-être, Julien, ce qui serait bien, peut-être, c'est que vous vous présentiez. Hein, personne ne vous connaît trop, en tout cas en Bretagne, à part peut-être à Saint-Hélier. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Merci à déjà tous ceux qui sont présents et merci au Pôle Saint-Hélier pour son soutien et son intérêt dans ce projet. Et puis à la Fondation Eureka, évidemment. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, je suis actuaire. Alors, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est de la gestion des risques pour les assureurs. Donc, je suis actuaire, mais je suis aussi chercheur en actuariat, associé à l'Université Lyon. J'ai été diagnostiqué en janvier 2015 d'une sclérose en plaques de forme primaire progressive, particulièrement agressive. Bon, ça, je le sais aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, je savais que c'était une PP, comme on dit, la primaire progressive. Particulièrement agressive, puisque aujourd'hui j'ai un périmètre de marche qui est inférieur à 1 km. Je souffre de problèmes d'équilibre et puis de nombreux autres problèmes neuro associés à la maladie. Ça ajoute en fait à la fatigue musculaire à laquelle on pense en général. Fatigue musculaire peut être fatigue nerveuse et dans mon cas, une fatigue aussi neurologique qui est liée vraiment à l'équilibre et au manque d'équilibre et qui fait que je ne peux pas dépasser 1 km, sinon j'ai la tête qui tourne. Sinon, pour parler de moi rapidement, bah voilà, j'aime les voyages en sac à dos, typiquement. J'aime la lecture, j'aime aussi les nouvelles expériences, les rencontres, rire et passer du temps avec mes amis. Je suis enthousiaste, positif, il paraît que je suis marrant. Je suis motivé par la vie et par toutes les nouvelles expériences. Je suis assez jusqu'au boutiste et je suis membre actif de la Ligue française contre la sclérose en plaques depuis 2018. Donc finalement, tous ces mots nous font dire que vous êtes arrivé. Comment vous êtes arrivé à l'idée d'aller monter le Kilimandjaro? Franchement, c'est assez long et assez lourd, assez compliqué. En fait, le Kilimandjaro, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. L'Afrique, de manière générale, depuis que j'ai eu l'occasion de faire de l'humanitaire en Afrique, c'est vraiment au Mali, c'est vraiment quelque chose, enfin, des paysages et des gens aussi, une atmosphère que j'adore. Et du coup, le Kilimandjaro, pour moi, c'était vraiment un idéal, mais c'est surtout devenu un rêve à partir du moment où j'ai un ami qui m'a annoncé qu'il allait le monter en 2016. Le problème, c'est que voilà, j'avais aussi un peu de rage, si on peut dire ça, parce que j'ai été diagnostiqué en 2015 et avec une sclérose en plaques, je me disais que je ne pourrais plus jamais espérer monter le Kilimandjaro. Et puis en août 2019, donc l'année dernière, j'ai fait un tour d'Europe en train, en solitaire et en dormant chez des locaux, en utilisant les sofas de gens que j'ai rencontrés sur place. Et ça a été vraiment très difficile, mais ça a été possible, j'y suis arrivé. Et à ce moment-là, je me suis dit que finalement, il fallait revoir un petit peu ma vision de l'avenir et de mes rêves, en tout cas le mur que j'avais bâti entre moi et mes rêves. Et puis, à ce moment-là, j'entends parler j'entends parler de Vanessa Morales, je pourrais en reparler tout à l'heure, et c'est une amie maintenant, et elle fait partie de mon équipe pour essayer de le monter, le Kilimandjaro. Et en fait, c'était en septembre-octobre 2019, elle a monté
le Kilimandjaro, elle a obtenu un record non homologué parce qu'elle a dû s'arrêter pour aider son guide sur le chemin, mais de la montée et de la descente la plus rapide. Et j'entends parler de ça, et puis je suis assez excité par mon retour du Tour d'Europe. Et alors que je discute avec Guillaume, le directeur de la Ligue française contre la sclérose en plaques, il me sort tu vas quand même pas nous sortir un Kilimandjaro, nous faire un Kilimandjaro. Ben voilà, fin septembre, j'en parle à Stéphane, qui est la personne qui m'aide à monter ce projet. Et le projet prend forme petit à petit. Et voilà, c'est beaucoup d'aléas, mais qui ont mené un projet qui me semble aujourd'hui réalisable et qui me motive énormément. Alors, on sait que vous allez utiliser le Kyogo. Donc, comment vous est venue un petit peu l'idée de l'utiliser? Et peut-être surtout, ce qui est, je trouve, très intéressant sur les discussions en a eu, qu'est-ce que vous apporte le Kyogo? Qu'est-ce qui permet de faire, en tout cas aujourd'hui? Et finalement, au travers de ces deux questions, qu'est-ce que vous en attendez pour la montée du Kilimandjaro? Ouais, le Kyogo, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur France 5, dans l'émission de la santé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais envie de l'essayer. Et c'était mi-2019. Et c'est ce qui m'a fait découvrir, parce que je ne le connaissais pas encore, ce qui est à mon grand dam, ce qui m'a fait découvrir le pôle Saint-Hélier, puisqu'il était possible de faire de la rééducation en testant le Kyogo, en tout cas en pouvant l'essayer. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je parte là-dessus. Et j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir tester le Kyogo dans l'unique centre de rééducation en Europe à l'utiliser. Du coup, un mois fin 2019 au pôle Saint-Hélier. C'est un dispositif qui est assez, c'est une technologie vraiment révolutionnaire. Ça répond, dans mon cas, à tous les problèmes de fatigue musculaire. Ça répond pas à toutes les difficultés, notamment la problématique de l'équilibre. Mais par contre, pour tout ce qui est musculaire, c'est incroyable. Et d'ailleurs, incroyable à un point que c'était il y a une semaine et demie, j'ai divisé mon temps de montée de ma zone d'apprentissage, de formation, on va dire, pour faire de la randonnée avec du dénivelé. Et j'ai divisé le temps de montée par 6. Donc, je suis passé d'1 heure à 10 minutes pour faire une montée de 500 mètres à 20%, ce qui était vraiment inimaginable. J'y croyais pas. Et d'ailleurs, les gens qui m'accompagnaient étaient un peu fous aussi. Donc, on voit ce que ça vous apporte en lien. Alors, les questions commencent à arriver, en tout cas, et c'est super. Donc, j'essaye de les poser en même temps. Et voilà, donc, finalement, d'abord, première, vous comptez le monter en combien de jours? Et la deuxième axe, à partir de ça, comment, puisque ça fonctionne par batterie, comment vous allez gérer les batteries? Alors, je compte le monter en général, le Kilimandjaro, il faut au moins une semaine pour le monter et le descendre. Moi, je vise plutôt les 10 jours, voire un peu plus. Et pour ce qui est des batteries, donc j'ai deux possibilités. La première, c'est d'emmener un générateur d'électricité, soit thermique, soit électrique. Mais électrique, je pense que ça va être un peu compliqué. Photovoltaïque, je veux dire solaire, ça risque d'être un peu compliqué parce que souvent, il y a un problème de puissance. Mais par contre, ce ne sera pas compliqué.
En Tanzanie, il y a pas mal de soleil, mais au niveau de la puissance, ça risque de nous limiter. Du coup, alors la première possibilité, ce serait d'emmener un générateur thermique. Et on en a trouvé un qui fait 20 kilos. Et 20 kilos, c'est la moyenne de ce que nos porteurs peuvent monter. Donc, ça semble possible, mais il faut encore y réfléchir. Et l'autre possibilité, c'est de faire marcher. On a trouvé une entreprise française spécialisée dans les batteries au lithium et d'essayer de voir avec elle s'il est possible d'avoir une batterie qui tienne plus longtemps. Parce qu'actuellement, une batterie tient entre 1 et 2 heures en général, elle tient beaucoup plus longtemps, mais pour ce qui est de monter des pentes à 15% de dénivelé, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, 1 à 2 heures, ouais, 1 heure même. Et du coup, l'idée, ce serait de demander de l'aide à cette industrie à cet industriel pour travailler sur une batterie adaptée qui soit à la fois pas trop lourde, parce que la batterie actuelle fait 1 kg, mais probablement que si on veut une batterie qui tient plus longtemps, il faudra beaucoup plus. Donc, essayer de ne pas dépasser les 10 kg et puis qui tiennent plus longtemps qui tiennent plusieurs heures. Et pareil, à nouveau, il faudra la charger et donc probablement le générateur thermique sera vraiment utile. Autre question, peut-être, merci. Peut-être, avez-vous identifié avec votre équipe, et vous en direz un mot, parce que je sais que vous n'êtes pas tout seul et qu'il est important qu'il y ait toute cette équipe, mais finalement, identifier des problèmes liés à votre handicap lors de cette ascension, et puis comment vous réfléchissez pour compenser un petit peu ces difficultés ou ces gênes éventuels? Alors, pour ce qui est de compenser musculairement, déjà, il n'y a plus vraiment de problème. D'abord parce que en un jour, je peux, même sans l'exosquelette, je pourrais arriver à faire les étapes, mais je m'entraîne encore. Et avec l'exosquelette, ça semble beaucoup plus facile. Et l'autre problème, évidemment, c'est l'équilibre. Et pour ce qui est de l'équilibre, on a trouvé franchement une solution qui nous a vraiment épaté la première fois qu'on a fait une montée. On a fait une montée de 5 km et au bout de 500 mètres, j'en pouvais plus, quoi. Et c'était à cause de l'équilibre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé une longue branche de 2 mètres et on a monté. Du coup, on était 3. Du coup, il y a une personne devant, une personne derrière qui porte la branche et que je tiens à la main gauche. Et en fait, grâce à ça, je suis arrivé au bout. Et c'était la première fois. Vous avez une rampe finalement d'aide. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais ça a beaucoup. Je discute beaucoup avec des ergothérapeutes et notamment une école à Paris. Et vraiment, ça les a beaucoup étonnés. Ils ont trouvé ça super comme idée parce qu'on n'imaginerait pas à l'avance que ça puisse autant gérer cette problématique-là. D'autant que j'ai pas en 500 mètres, j'avais la tête qui tournait, mais finalement en 5 km, j'avais la tête qui tournait pareil que 500 mètres. Bien sûr. Donc, la fatigue neuro n'a pas explosé, quoi, grâce à ça. Comment on gère finalement dans cette maladie où on sait que la fatigue est un des signes le plus fréquent, en tout cas des symptômes, qu'on gêne finalement entraînement régulier et fatigabilité, c'est-à-dire, et donc quel est votre mode finalement d'entraînement?
Alors, je fais déjà de base, je fais entre 1 et 2 heures de sport par jour pour me préparer. Et chaque semaine, on fait 5 à 10 km de montée. Et bon, c'est fatigant, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ma fatigue est pas encore, elle n'est pas aussi. Enfin, j'ai des amis malades pour qui c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus prégnant. Et pour moi, effectivement, je peux tenir un peu plus longtemps, même si pas trop tard. Mais du coup, j'adapte vraiment mes horaires de sport et de rééducation. En fait, c'est une forme de rééducation. J'adapte aux horaires qui sont ajustés à ma pathologie, quoi. Ok, il va nous rester que 5 minutes. Je sais que vous Je êtes suis désolé. bavard. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a énormément de questions. C'est très, très bien. Combien vous envisagez de kilomètres par jour ou dénivelé peut-être? Alors, de kilomètres par jour, c'est a priori, surtout puisqu'on va choisir une route qui est vraiment spéciale, enfin que les gens n'utilisent pas en général, mais qui va mixer différentes routes d'accès au sommet du Kilimandjaro. Et du coup, ça fait à peu près 10 km par jour, avec entre 500 et le dernier jour, c'est 1500 mètres de dénivelé quand même. Oui, quand même. Ouais. C'est ça. Et finalement, peut-être, j'ai Laura qui me dit ça va être l'heure à côté de moi, mais je vous pose quand même les questions. J'ai encore 2 autres questions et on a encore 2-3 minutes. Finalement, comment vous envisagez ce dernier jour et la crainte avec les batteries? Parce que si les batteries ne marchent pas en haut, vous faites comment? Alors, si les batteries ne marchent pas en haut, comme je vous l'ai dit, a priori, je peux en faire une grosse partie quand même sans l'exosquelette. Mais en plus, on envisage la possibilité sur la dernière montée de la faire en 2 jours. Ouais, c'est ça. Et ce qui permet d'avancer. J'aimerais aussi peut-être que vous nous disiez quelques mots sur votre équipe, parce que on voit bien, c'est pas, ça paraissait, j'ai dit un peu exprès, mais un c'est projet. ça, c'est un projet. L'idée, c'est que je sois le premier malade de sclérose en plaques primaire progressive avec un exosquelette à monter le Kilimandjaro, mais tout seul, je ne le pourrais pas. Typiquement, là-bas, il faut déjà qu'on soit moi plus 2 autres. Et du coup, j'ai 3 amis, pardon, qui me suivent et avec qui je m'entraîne parce qu'on est tous lyonnais. Et puis, la 5e personne, c'est un peu la clé de voûte de notre équipe, c'est Vanessa qui connaît par cœur le Kilimandjaro pour l'avoir monté plusieurs fois et avec des pointes de vitesse hallucinantes. Mais on a tous une spécialité et du coup, on arrive à se complémentariser et du coup, ça nous motive et ça nous enthousiasme, ça nous donne de l'enthousiasme encore plus, quoi. Le fait d'être ensemble, d'être amis et d'aller plus loin à chaque fois. En plus, le chef d'équipe, c'est pas tout à fait moi, c'est un de mes coéquipiers. Et lui, vraiment, il a en tête qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'est pas en haut. C'est motivant. Et c'est prévu quand, cette montée? Alors, c'est prévu pour septembre de l'année prochaine. Tout à fait. OK. Dernière question. Qu'attendez-vous des mécènes du fonds Eureka Saint-Hélier? Alors, c'est un projet qui, malgré tout, implique beaucoup de financement, en particulier l'exosquelette, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans la préparation.
typiquement, les masques hypobariques, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les masques de faible pression pour simuler le fait d'être en hauteur. Enfin, ça va être aussi… j'ai une Joëlette, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un fauteuil roulant tout terrain. Donc moi, ce sera pour la descente, puisque avec mes troupes de l'équipe, ça va être un peu compliqué la descente, vraiment dangereux. Du coup, la montée, je la ferai à pied, mais la descente, je la ferai en Joëlette. Donc ouais, il y a forcément un soutien financier qui sera très important et pour lequel enfin, je pourrais jamais remercier suffisamment. Mais il y a aussi un soutien au niveau de la communication, puisque c'est un projet enthousiasmant et positif. Et je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, typiquement avec la situation dans laquelle on est. Et puis, j'ai envie de montrer à tous les malades que c'est possible, qu'il faut continuer d'avoir des projets, des rêves. Et du coup, il y a besoin de communication pour faire passer le message. Là, je suis en discussion actuellement avec un vidéaste pour nous suivre, pour faire un documentaire pour France Télévisions. Et c'est vraiment mon idée pour ce projet, c'est vraiment de transmettre au plus de monde qu'on soit malade ou pas, histoire de mettre en avant les capacités de résilience, évidemment, mais aussi de rêver, de se projeter dans l'avenir et puis d'avancer et de réussir. Merci Julien, merci pour ces propos, merci pour montrer aussi qu'on peut être d'abord concilier la technologie et le côté humain. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, vous nous montrez qu'on peut être autrement capable. Et moi, je suis très attaché à ça et on est ravis, en tout cas, de vous voir prochainement sur Rennes. Et merci et bon courage. Merci à vous. Merci Julien. Merci à vous. À très bientôt alors. Voilà, à bientôt.